Bienvenue à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur RTI 1. Le nouveau gouvernement de Côte d'Ivoire s'installe. Les passations de charges et les prises de fonctions se poursuivent dans les différents ministères. Cette nouvelle équipe, qualifiée de gouvernement de mission et de combat par le Premier ministre, est déjà à la tâche. La gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire est elle aussi à la tâche. Le commandant supérieur est lui-même sur les routes pour sensibiliser les conducteurs et les usagers. Le général Alexandre Apallo a aussi rencontré les équipes du groupement de sécurisation routière. À Bundjali, le Djegele Festival, rendez-vous de la promotion de la culture musicale traditionnelle, a réuni des artistes ivoiriens, maliens et burkinabés. Son traditionnel concours de danse au son du balafon en a séduit plus d'un. Et puis les élections présidentielles au Bénin, à quelques heures de l'ouverture du scrutin, des manifestations viennent perturber l'acheminement du matériel électoral, notamment vers les bureaux de vote dans le nord du pays. Le président de la commission électorale appelle au calme. Nous retrouverons notre envoyé spécial sur place. Bonsoir à tous. Le patrimoine culturel ivoirien est à la conquête de l'Asie. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire d'établir un lien culturel avec la Corée du Sud à l'image des relations sino-ivoiriennes. Un jeune Ivoirien et son équipe se sont alors depuis quelques années engagés sur ce terrain. Ils ont mis sur pied la compagnie artistique Tekere Ivoire International. Les percussions, les chants, les danses et les instruments ancestraux de plus de 60 ethnies de la Côte d'Ivoire sont mis en lumière. Bonsoir, Monsieur Lassina Koulibaly. Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci. Vous êtes donc le promoteur et le manager artistique de la troupe Tekere Ivoire International. C'est bien cela? Oui. Nous allons donc vous retrouver dans une trentaine de minutes pour parler de ce brassage culturel ivoiro-coréen. À tout à l'heure. Avant cette page culture qui s'annonce très colorée et rythmée, voyons l'actualité. Les passations de charges se poursuivent dans les différents ministères. Le ministre Albert Flindé cède son fauteuil de l'intégration africaine à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Serge Coléa. Après 10 mois passés à la tête du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, Albert Flindé passe la main. L'ex-locataire du 22e étage de la Tour C de la cité administrative d'Abidjan salue l'engagement de ses anciens collaborateurs, félicite son remplaçant avant de passer en revue les grands chantiers de ce département ministériel sous sa conduite. Je voudrais inviter l'ensemble du personnel du ministère, naturellement, à accompagner Madame le ministre d'État pour la réussite de la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. L'ex-ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sera secondé par Alcide Guégué, ministre délégué chargé de l'intégration. L'enjeu, vous vous en doutez, ce sera d'agir très activement dans l'intérêt de notre pays au sein des regroupements régionaux et sous-régionaux. Nous pouvons compter dès lors sur la dimension et l'entregent de son Excellence, Monsieur le ministre Alcide Guégué, homme de dossier, rompu aux arcanes de la diplomatie, dont la notoriété mondiale nous honore. Le nouveau gouvernement, dirigé par le Premier ministre Patrick Achi, se met progressivement en place. D'importants défis et challenges à relever, notamment pour les nouveaux ministres. Le ministère de la fonction publique connaît lui aussi du changement. La nouvelle titulaire du poste, Anne-Désirée Oloto, a reçu les dossiers en cours. Désormais ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, elle a échangé avec ses prédécesseurs Issa Koulibaly, ex-ministre de la fonction publique, et Roger Adom, ex-ministre de la modernisation et de l'innovation du service public. Godefroy Kambawa. Il a passé 4 années à la tête du ministère de la fonction publique. Le général Issa Koulibaly passe le témoin à la ministre Anne-Désirée Oloto, désormais ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration.
À sa suite, Roger Félix Adom, qui occupait le poste du ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, rend son portefeuille à la ministre Anne-Désirée Ouloto, en charge désormais de ces deux départements. Nous avons entamé beaucoup de chantiers. Nous en avons finalisé certains. D'autres sont encore en cours. Mais j'ai toute confiance au ministre Anne Ouloto et au secrétaire d'État Brice Kwasi pour prendre le relais et pour faire de ces projets de réel succès. Que je ne puisse clore mon propos liminaire sans dire combien je suis redevable au président de la République. Et lui dire profondément, humblement, mais du fond du cœur, merci. Merci de m'avoir donné cette chance de connaître cette expérience, de prendre part à l'activité gouvernementale, et vous ne pouvez savoir combien elle est enrichissante. Pour le travail abattu à la tête de ce département ministériel, la ministre Anne-Désirée Ouloto a félicité ses prédécesseurs et mesure la tâche qui est la sienne. Le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration apparaît assurément comme étant l'épine dorsale de l'État de Côte d'Ivoire, celle qui porte tous les acteurs du service public de notre administration. J'ai conscience qu'aujourd'hui, tous les fonctionnaires et agents de l'État, mais aussi tous les usagers du service public de nos différentes administrations ont le regard tourné vers nous. Anne-Désirée Ouloto siège dans le gouvernement depuis 10 ans. Elle a occupé les fonctions de ministre de la Salubrité urbaine, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, ministre de l'Environnement et du Développement durable et plus récemment, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Pour sa nouvelle fonction, elle sera accompagnée par Brice Kwasi, secrétaire d'État en charge de la modernisation de l'administration. Précédemment ministre de la Communication, Sidi Thiemoko Touré gère dorénavant les ressources animales et halieutiques. Il a reçu les charges liées à sa nouvelle fonction. Le ministre sortant, Moussa Dosso, lui a fait un dernier point et l'a encouragé pour la réussite dans ses nouveaux objectifs. Amadou Ouattara. Réussir à rendre la Côte d'Ivoire autosuffisante en ressources animales et halieutiques, c'est le nouveau défi qui attend Sidi Thiemoko Touré. À la tête de ce département ministériel depuis le 6 avril dernier, il reçoit ici, des mains de Moussa Dosso, ministre sortant, les dossiers qui l'attendent. Une passation soutenue par d'encourageants propos de l'ex-ministre des Ressources animales et halieutiques. Vous avez relevé les défis dans tous les départements ministériels où vous êtes passé et je ne doute pas un seul instant qu'il en sera de même pour ce ministère où le président de la République vous met en mission. Nous nous sommes engagés sur 3 axes majeurs, à savoir 1. Le renforcement du cadre politique, juridique et organisationnel du secteur. 2. La promotion de l'investissement privé dans le secteur. 3. Et la mise en œuvre efficace des programmes et projets sectoriels. Je m'emploierai à inscrire mon action dans la continuité des réformes et projets que vous avez initiés pour le bien-être du secteur et des familles ivoiriennes. Nous allons, mesdames et messieurs, chers collaborateurs, dans un effort conjugué, relever également les défis persistants du secteur des ressources animales et halieutiques. Et l'une des actions de matérialisation de ce choix sera bien la réduction significative des importations des produits animaux, halieutiques et autres produits dérivés, car vous en conviendrez, mesdames et messieurs, que notre mission de développement des productions animales et halieutiques pour la satisfaction des besoins alimentaires de nos concitoyens doit être une priorité. Les besoins de la Côte d'Ivoire en ressources animales et halieutiques sont estimés à 300 000 tonnes l'année. Dans le domaine de la sécurité routière également, on travaille à faire bouger les lignes suite au taux d'accidents élevé, notamment le week-end dernier pendant les fêtes de Pâques. Le commandant supérieur de la gendarmerie, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, a sensibilisé les usagers. Il les a appelés au respect du code de la route. Abou Sanogo. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, visite le groupement de sécurisation routière.
Ce déplacement, Alexandra Palo Touré l'a effectué pour voir comment ces hommes chargés de la sécurité sur cet axe exécutaient leur mission. Il leur a donc donné des instructions en vue d'améliorer leur performance sur le terrain. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale n'a d'ailleurs pas hésité à leur donner l'exemple en matière de police de la route. En effet, constatant la montée du taux d'accident de la route pendant le week-end pascal, il a profité pour échanger avec quelques voyageurs. Alexandra Palo Touré les a sensibilisés sur leurs responsabilités en tant qu'usagers de la route, au même titre que les conducteurs. Ce véhicule-là, la vitesse maximum, il ne doit pas dépasser sur l'autoroute ici 90 km à l'heure. Et il roule à 120, voire 140 à l'heure. C'est-à-dire qu'ils tendent vers le double de la vitesse normale qu'ils doivent faire. Donc le premier qui doit défendre sa vie, c'est le passager. C'est le passager qui doit dire « je ne vais pas mourir dans un véhicule ». Vous avez compris? Quand il fait le surnom comme ça, vous refusez. C'est votre droit. Défendez vos vies. Défendez vos vies, les passagers. Défendez vos vies. Quelques jours avant, le général de corps d'armée Alexandra Palo Touré était à Korogo, où il s'est entretenu avec le conducteur de mototaxi. Il faut porter les casques, il faut vous protéger. Nous, on veut que vous puissiez vivre. Quand nous, on vous laisse rouler sans casque, ça veut dire qu'on n'assume pas notre responsabilité. Normalement, c'est comme si nous-mêmes on viole la loi. Aidez-nous, donnez des conseils aux uns et aux autres. Notons que le groupement de sécurisation routière a pour mission d'assurer la sécurisation de l'ensemble du réseau routier et autoroutier, de ses installations et services annexes, ainsi que de ses emprises. Sur la scène politique, le Parti démocratique ivoirien fête ses 75 ans. Les festivités marquant ce nouvel âge ont été lancées par le président du parti, Henri Konan Bédié. Le PDCI RDA entend renforcer son assise dans le pays pour ces prochaines années. Alexis Ouedraogo. Le PDCI RDA a 75 ans. Ce samedi, à la maison du parti à Cocody, l'heure était au lancement des festivités, marquant ce nouvel âge autour du thème « PDCI RDA cap sur le centenaire ». Le PDCI RDA a gagné en dynamisme et présent sur l'étendue du territoire national. Cependant, force est de reconnaître que les actions engagées ces derniers temps ont révélé quelques faiblesses quant à la disponibilité réelle de nos délégations dans les activités majeures du PDCI RDA sur le terrain. Nous nous donnerons ensemble les moyens de remédier à ces faiblesses à tous les niveaux de nos structures et organes, car comme dit le sage, on n'échoue pas, on apprend. 4 militants ont été élevés au rang de grands officiers dans l'ordre du bélier pour leur engagement au parti. Pour cette célébration, le PDCI avait à ses côtés plusieurs membres de la plateforme de l'opposition venus exprimer leur soutien. Pour Henri Konan Bédié, le PDCI RDA doit aujourd'hui consolider son assise dans le pays. La Côte d'Ivoire tout entière compte sur nous pour ramener la paix, la concorde, la fraternité entre nos peuples et le vrai développement économique et social. Nous avons donc une grande responsabilité devant l'histoire et nous n'avons pas le droit de nous y dérober. Le PDCI RDA doit donc créer les conditions de la confiance entre le peuple, la classe politique et les partenaires au développement. Le PDCI RDA continuera sans relâche toutes les actions avec l'ensemble de l'opposition en vue de créer les conditions d'un climat politique apaisé, propice à la réconciliation. C'est le 9 avril 1946 que le PDCI voit le jour. Des prières dans les églises et les mosquées devront encadrer la célébration de ses 75 ans. Gérer les questions du genre dans les processus électoraux, c'est aussi une des missions de la Commission électorale indépendante CEI. Elle a mis sur pied une commission thématique genre et renforce les capacités de ses membres sur la question. Ils ont été formés sur les problématiques liées au genre et à leurs enjeux. Didier Nguesson.
La question du genre n'est pas que l'affaire des partis politiques. La Commission électorale indépendante, CEI, entend l'intégrer également dans son plan d'action. Elle s'est dotée d'une commission thématique genre en collaboration avec ONU Femmes Côte d'Ivoire. Les membres de cette commission sont formés en vue de piloter efficacement la stratégie genre. Quand nous faisons les élections, nous voulons savoir combien de pourcentages de femmes ont voté et combien de pourcentages d'hommes ont voté. Donc il faut avoir des statistiques fiables, conformément aux lois qui ont été votées, arriver à ce qu'en Côte d'Ivoire, un jour, puisse avoir parité entre hommes et femmes aux différents postes de responsabilité. Ce renforcement de connaissances va amener notre institution nationale en charge des élections à s'approprier les outils qui existent dans le cadre de la thématique genre et pour mettre en place des pratiques très sensibles du point de vue du genre en tenant compte des besoins spécifiques aussi bien des hommes que des femmes. Gérer la problématique du genre en matière électorale et connaître les enjeux qui y sont liés, tels sont entre autres les objectifs de la Commission électorale indépendante. L'opérationnalisation de sa stratégie genre est évaluée à plus de 244 millions de francs CFA. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le Bénin. L'élection présidentielle va se tenir demain, dimanche 11 avril. À quelques heures du scrutin, le blocage des voies par les manifestants anti-talents perturbe notamment l'acheminement du matériel électoral. La campagne avait elle aussi été marquée par des tensions, des violences et des mouvements de contestation. Le président de la commission électorale appelle au calme. Nous allons retrouver Michel Digré et Barnabé Conan, nos envoyés spéciaux sur place au Bénin. Dernier jour de campagne électorale au Bénin, les candidats lancent les dernières consignes de vote au cours de leur meeting de clôture. Pendant ce temps, sur les routes du Nord, l'armée est déployée pour disperser les manifestants qui empêchent l'acheminement du matériel électoral. La raison de la grogne, la non-participation au scrutin des figures connues de l'opposition. Au siège de la Commission électorale nationale autonome, le président de l'institution appelle au calme. À l'ouverture de la campagne électorale, il y avait bon espoir qu'elle se déroule dans un climat de paix, de fraternité et dans le respect des dispositions de la loi. Cet appel n'a malheureusement pas été entendu par tous, puisque des incidents ont été observés dans certaines localités. J'ai bon espoir que ce dimanche 11 avril, la raison l'emportera enfin sur la passion afin que le scrutin se déroule sous de meilleurs auspices. J'en appelle donc à l'esprit de patriotisme et au sens de responsabilité de chacun pour conjurer le mauvais sort. C'est dire donc que nous devons absolument éviter de commettre l'irréparable. Sur une vingtaine de prétendants au fauteuil présidentiel, seuls 3 dossiers de candidature ont été autorisés à compétir par le Conseil constitutionnel. Nous restons sur place au Bénin pour retrouver notre envoyé spécial Michel Digré. Les poids lourds de l'opposition béninoise ne participent pas au scrutin de demain. Cela crée, comme on a pu le voir, des remous. Alors Michel Digré, comment est-ce que concrètement cela a pu se faire? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? La première fois qu'une présidentielle se tient au Bénin sans les ténors de l'opposition. Certains sont en exil quand d'autres ont vu leur candidature rejetée par la commission électorale. Pour comprendre le contexte de ce scrutin, il faut remonter à l'année 2018 où le Parlement d'alors adopte une loi pour, dit-on, assainir l'arène politique. Les dispositions qu'elle renferme ne permettent pas à l'opposition de participer aux législatives de 2019, une opposition qui par ailleurs va boycotter les municipales de 2020. Entre-temps, la révision constitutionnelle de 2019 institue le parrainage. Pour être candidat à la présidentielle, il faut obtenir les parrainages d'au moins 10% du total des 159 élus, députés et maires, soit 16 parrainages. Malheureusement, l'opposition est absente de l'hémicycle et seulement 6 maires sont issus de ses rangs. Face à de telles conditions, les principales figures de l'opposition
béninoises ont vu leur candidature recalée faute de parrainage ou pour d'autres raisons. Les recours déposés devant le Conseil constitutionnel n'ont pas abouti. Pour le vote de demain dimanche, les 5 500 000 électeurs béninois n'auront donc que 3 choix. Patrice Talon, le président sortant, qui à lui seul a obtenu 118 parrainages sur 159. En face de lui, Alassane Soumanou et Corentin Koué. Et c'est cette même situation qui a occasionné des troubles dans certaines localités en cours de semaine. Selon des partisans de l'opposition, le mandat présidentiel de Patrice Talon a expiré. Qu'en est-il réellement sur place ? Les incidents ont émaillé cette campagne présidentielle. Répondant à l'appel de l'opposition, des manifestants ont occupé les rues dans certaines localités du pays pour protester contre la rallonge de 45 jours du mandat du président Patrice Talon. Arrivé à terme le 6 avril dernier à 0 heure selon l'ancienne constitution de 1990. Du côté du pouvoir, l'on soutient que la constitution modifiée en 2019 justifie la légalité de cette rallonge de mandat vu qu'elle stipule que le président élu prêtera serment le 23 mai. Les forces de sécurité ont été déployées pour circonscrire ces manifestations et garantir un scrutin sécurisé demain. C'est dans cette atmosphère donc que se déroule cette présidentielle. Nous vous donnerons l'évolution de la situation au cours des prochaines éditions de journaux télévisés. Digré, envoyé spécial de RTI 1 au Bénin. Et comme vous le dites, nous vous retrouverons bien sûr demain pour suivre ce scrutin présidentiel. La Côte d'Ivoire continue de pleurer son défunt Premier ministre. Cela fait exactement un mois aujourd'hui, 10 mars, qu'Ahmed Bakayoko a tiré sa révérence. Les populations continuent de chérir son souvenir. Son successeur, le nouveau chef du gouvernement Patrick Achi, a fait une demande de messe d'action de grâce en sa mémoire ce samedi et elle se tient depuis 19h à l'église Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera. Un moment de recueillement et de prière pour le repos de son âme et de soutien à son épouse ainsi qu'à leurs enfants. Alexis Ouedraogo. Prière et recueillement pour le repos de l'âme de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ce 10 avril 2020, voilà exactement un mois qu'il passait de vie à Tripa. À la demande de son successeur, le nouveau chef du gouvernement Patrick Achi, une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire à l'église Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera. Prière pour le repos de son âme et pour soutenir sa veuve et ses enfants. En présence de plusieurs membres du gouvernement, familles, amis et proches autour de Yolande Bakayoko. Le 18 avril prochain, la cérémonie de 40e jour à Séguéla, un autre moment de recueillement dans la pure tradition musulmane dont il était pratiquant. 10 mars, 10 avril, un mois après le décès d'Ahmed Bakayoko, la Côte d'Ivoire reste en prière pour le repos de son âme. Nous ouvrons maintenant la page culture de ce journal. Auteur à succès de maintenant plusieurs ouvrages, Serge Taïba présente officiellement son dernier livre intitulé « Vos enfants plus brillants ». La dédicace de l'œuvre a permis des échanges entre les parents invités et l'auteur. Amadou Ouattara. Rendre vos enfants plus brillants, c'est possible. Si vous manquez d'idées, le dernier livre de Serge Taïba, coach en performance et productivité personnelle, va certainement vous aider. Dans son livre « Vos enfants plus brillants », l'auteur aborde des points qu'il définit comme révolutionnaires afin de mieux comprendre le comportement des enfants. Objectif, avoir une meilleure influence sur eux en tant que leader. En réalité, le leadership, c'est influencer. Mais comment rendre cette influence-là positive? Et c'est ce que j'aborde dans ce livre. Donc, comment le parent travaille sur lui-même? Comment il développe une amitié, une véritable confiance entre lui et son enfant, et surtout comment il communique avec l'enfant au quotidien pour que l'enfant soit plein de confiance, pour que l'enfant soit motivé, pour que l'enfant soit engagé à se réaliser et à devenir le meilleur de lui. L'ouvrage est également une source d'inspiration de la promotion de techniques en leadership parental afin d'aider à réveiller le génie et la responsabilité qui sommeillent en vos enfants. Après la présentation officielle du livre, la série des questions-réponses suivie de la séance dédicace.
Le célèbre Popo Carnaval de Bonois dans le sud de Comoé est à sa 40e édition. Du 5 au 18 avril, des milliers de festivaliers sont attendus sur place. Ils étaient déjà nombreux à prendre part aux animations et représentations théâtrales lors de la cérémonie d'ouverture. Voyons cela avec Patricia Omouetia. Il n'est pas aussi célèbre que le fastueux carnaval de Rio, mais avec cette 40e édition, le Popo Carnaval de Bonois voit grand et compte s'internationaliser. Après une année d'arrêt en 2020 pour cause de Covid-19, le Popo Carnaval de Bonois a repris de plus belle. Cette 40e édition, très attendue par les festivaliers, se veut plus innovante et festive. Fanfares, danse folklorique et animation ont meublé cette cérémonie d'ouverture. Véritable institution, le Popo célèbre les traditions et valorise la culture du royaume abourais et hiver. Cette célébration permet aux plus jeunes, aux enfants, aux plus petits de savoir ce qu'est la culture abourais. Et je crois que le Popo Carnaval est tout un prétexte pour pérenniser la culture abourais. Il y a le programme habituel du Popo. D'abord la retraite au flambeau, le concours Hébert, le concours Agoulaba et le défilé carnavalesque. En dehors de ça, il y a la journée de la jeunesse et une innovation. Nous avons décidé cela pour faire la promotion de la jeunesse et puis les former au civisme. À chaque entrée, nous avons un dispositif sécuritaire. Nous exigeons le port du masque avant d'entrer sur la voie commerciale. Et ensuite, nous avons les gels à main que nous donnons à tous les visiteurs avant d'entrer sur le site. Cette plateforme d'échange va aussi permettre aux commerçants locaux ou venus du Ghana et du Togo voisin de faire de bonnes affaires durant 2 semaines. La ville profite de sa proximité avec la cité balnéaire de Grand Bassam. Le Popo contribue à sa manière à réunir ses enfants autour d'un idéal culturel. Ce succès encourage les organisateurs à miser sur un partenariat avec d'autres structures à l'étranger. À Gagnoa, le Djadjo Festival est lui aussi un important moment de réjouissance et de promotion de la culture ivoirienne. L'édition 2021 s'est refermée après avoir mis en lumière le riche patrimoine artistique de la région du Gor. Eugène Atoubé nous fait revivre ces moments très rythmés. Au son du Djadjo dans une chanson interprétée par le groupe Les Boss des Zouglou, le carnaval de la région du Gor clôt sa 5e édition. Une apothéose heureuse, moins par la participation populaire que par l'objectif recherché par les organisateurs. Ce sont les amis de la culture de Gagnoa AGC qui œuvrent pour la valorisation du patrimoine culturel de la région du Gor et en assurent la promotion. Montrer aux populations l'importance de leur culture, comment on s'habillait, les danses et l'art culinaire. Revenir à nos sources, à nos traditions, c'est quelque chose de très 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 beau. Très important. Les droits culturels, ce sont des droits que nous défendons. La municipalité de Gagnoa et les partenaires du Djadjo Carnaval s'engagent à œuvrer aussi pour que l'événement devienne une institution dans la région du Gor. C'est à travers nos valeurs culturelles que Gagnoa est reconnu sur le plan international. Il y a de quoi soutenir cet événement culturel. La zone de Gagnoa, nous avons beaucoup de jeunes sans emploi. Donc comment il fallait les aider à s'insérer dans la vie active? Il fallait qu'on passe par une formation. Et c'est cette formation aujourd'hui que le FDFP a apporté comme soutien au Djadjo Festival. Innovation majeure cette année, le Djadjo Carnaval a ajouté à ses objectifs l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Et pour cette 5e édition, ce sont 50 jeunes, filles et garçons qui ont été formés sur financement du FDFP dans divers secteurs d'activité. Je me suis lancé dans l'activité du garba, le plat qu'aujourd'hui les Ivoiriens aiment beaucoup. Et aujourd'hui, nous amenons nombreux d'Ivoiriens à s'intéresser à cette activité-là. Donc, chose que j'ai choisie et pour donner un autre visage à cette activité, à travers le Djadjo, qui a permis à toutes les couches, je dirais, des jeunes et différentes activités à vraiment s'intéresser à l'entrepreneuriat. Pour nous, tout part de la formation, c'est important pour pouvoir bien assimiler, pour pouvoir bien prendre en compte nos volets culturels. Il faut être formé, il faut savoir d'abord ce que tu apprends. Donc c'est important pour nous d'introduire le volet formation. Pour nous, c'est important que les jeunes se prennent en charge.
c'est important qu'ils aient du boulot, qu'ils soient formés pour entreprendre eux-mêmes. Pour les futures éditions, le Gadio Carnaval envisage de mettre un accent particulier sur les métiers liés au secteur artisanat, tourisme et culture. L'enjeu, faire du Go une région de référence dans l'univers culturel en Côte d'Ivoire. Le Djegele Festival, lui, s'est tenu dans la Bagoué. Il fait la promotion de la culture musicale traditionnelle. En plus des artistes locaux, ceux venus du Mali et du Burkina Faso ont communié avec les festivaliers. Un des temps forts de ce festival reste le concours de danse traditionnelle. Isaïo. C'est elle, la meilleure danseuse du festival Djegele, édition 2021. Maïmouna Koulibaly, grâce à sa vivacité et sa générosité dans l'effort, a eu les faveurs des membres du jury dans une compétition où 6 candidats étaient en lice. Après sa victoire, elle n'aspire qu'à une seule chose, bénéficier d'aide pour aller à l'école. Je suis très content. Je continue de danser le balafon. Malheureusement, je n'ai pas fréquenté. Je vous demande ce que vous pouvez faire pour moi, pour que moi je reçoive demain. Après la compétition du meilleur danseur du balafon, place au concert. Composé uniquement de femmes, le groupe Africama, toutes des étudiantes à l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, fait son baptême du feu au Festival international du balafon. Ce 5e festival Djegele est dominé par la présence féminine. Traoré Aïcha, une chanteuse bien connue dans le milieu mandingue en Côte d'Ivoire, donne de la voix. Habitué des grandes scènes, le groupe Djarabikan gratifie le public d'un récital riche et varié. Le festival Djegele, c'est aussi la présence des groupes venus d'ailleurs. Djigia, une formation artistique du Burkina Faso, montre sa dextérité à jouer au balafon. Je demande à tous les jeunes dans l'Afrique, tout le monde n'a qu'à prendre au sérieux à jouer le balafon. C'est un instrument qui est partout, vraiment très important, qui dit beaucoup de mélodies dans les balafons comme tu veux. Artiste confirmé au pays des hommes intègres, Ramagoni confirme son talent. Une bonne brochette d'artistes d'ici et du Burkina Faso qui a tenu le public en haleine pendant plus de 4 heures de spectacle. L'apothéose du festival Djegele est prévue ce samedi avec un autre concert pour le bonheur des populations de Bouyali. Nous restons dans les pas de danse et la musique africaine pour recevoir dans cette page culture la compagnie artistique Tekere Ivoire International. Lassina Koulibaly en est le promoteur et le manager. Bonsoir Monsieur Koulibaly. Bonsoir Madame. Alors, la compagnie artistique Tekere Ivoire International œuvre à faire connaître la culture de Côte d'Ivoire à travers le monde, particulièrement dans les pays d'Asie. Elle existe depuis maintenant 21 ans. Dites-nous, d'où est partie l'idée de sa création? Merci, Madame, pour l'opportunité que vous nous offrez. Je vous en prie. Okay, l'engouement est venu du fait que nos amis d'Asie et d'Europe qui venaient pour des stages, et quand ils repartaient, ils nous faisaient revenir, nous demandaient de revenir, qu'ils voulaient revenir pour des manifestations, mais typiquement pour les villages. Donc vous faisiez déjà des activités culturelles? Culturelles, dont ils venaient à chaque fois pour des stages, soit pour apprendre à danser, peut-être tout récemment on a reçu d'autres qui voulaient danser que voulaient se former pour la danse du bébé. D'autres sont venus, nous ont dit, nous on veut apprendre le boloy. Et donc quand ils repartaient, ils disaient, mais où le boloy vient, nous on veut aller là-bas à la source.
Donc il était important pour nous de créer un festival pour qu'ils prennent le train en marche. Alors des danses qu'ils découvraient quand ils venaient en Côte d'Ivoire, donc ils reviennent pour approfondir cette connaissance. Donc il était important pour nous de créer un festival pour qu'ils puissent se retrouver effectivement dans les villages. Donc voilà d'où est venu cet engouement de créer la compagnie Tegré. Alors la compagnie comprend combien de membres aujourd'hui avec les différentes nationalités que vous avez? Elle comprend aujourd'hui près de 100 membres en Afrique, en Europe près de 150 membres, de 150 nationalités réparties, voilà, par la diaspora ivoirienne bien sûr. 150 nationalités au sein de Tekere. Et comment vous arrivez aussi avec tout ça à rendre ce brassage culturel, à représenter chaque fois jusqu'à 60 ethnies en Côte d'Ivoire dans vos prestations? Comment vous faites? Chaque stagiaire qui s'inscrit auprès du directeur de la compagnie qui est Konaté Ibrahim, d'abord qui a fait près de 10 ans au Japon, on lui dit, moi je viens en Côte d'Ivoire, mais on m'a dit en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'ethnies et il y a beaucoup de danse. Moi, je veux apprendre, tout dernièrement on a reçu des Coréens qui voulaient, lui, un Coréen qui voulait apprendre que du sapro. Qui est un masque baoulé. Et donc il venait pour apprendre ce masque-là. Donc on est allé à Boaké pour faire l'édition, pour lui apprendre à danser le sapro. Donc chaque stagiaire s'inscrit dans une danse de notre patrimoine. Et pour ceux qui, par exemple, n'ont pas vraiment d'idée sur les danses qui existent en Côte d'Ivoire? Quand ils viennent, on leur fait passer à Côte d'Ivoire Tourisme pour qu'ils découvrent d'abord de façon touristique et décident de faire ce qu'ils veulent faire. Donc nous, quand ils s'inscrivent, nous essayons d'appeler à peu près d'une quarantaine de jeunes, soit à Abidjan, soit on voyage avec eux, qui sont de divers, soit des Baoulés, des Agnis, des Sénufos, pour dire, voilà, nous avons des stagiaires, alors montrez-leur ce que vous aviez, et ensuite chacun va leur dire qu'est-ce qu'on veut apprendre. Et voilà comment chacun reçoit un professeur de danse, ou soit de percussion, voilà, selon son désir culturel. Alors nous allons essayer de voir en images ce que vous nous expliquez si bien. On va aller avec un reportage de Franck Quadio et puis on se retrouve tout de suite après. Merci. Le djembé, cet art de la percussion joué par des artistes ivoiriens, sud-coréens et japonais, c'est un mix de cultures pour relier deux continents, l'Asie et l'Afrique. Et cela est réussi par la compagnie artistique Tekere Ivoire International, portée par Ibrahim Konaté, ivoirien, et son épouse, la sud-coréenne Moon Yang. Couple qui parcourt le monde avec pour porte-voix l'alliage artistique afro-coréen. Depuis les années 2000, l'idée a germé et aujourd'hui, une centaine de membres en Afrique, en Europe et en Asie constituent l'armée culturelle de cette troupe. Mais pour porter le métissage, ce n'est pas que le djembé qui susciterait l'intérêt. Il y a les danses patrimoniales ivoiriennes bien connues, telles le gbegbe, la bodan, le zaouli et la rythmique du balafon, du boloy, entre autres. Bref, un tout musical, mais surtout un partage. L'Afrique a tout à donner, mais aussi beaucoup à recevoir. Quand la politique réfléchit, le culturel, lui, préfère agir. Enfin bref, allez, tous à vos tam-tam. Alors, les fondateurs de la compagnie, Ibrahim Konaté, ivoirien, son épouse Moon Yang, coréenne. Comment se passe la cohabitation sur le plan, on va dire, artistique? On les a vus tout à l'heure un peu à l'œuvre. Merci. C'est pour vous dire que c'est une petite histoire. Monsieur Konaté étant percussionniste résident au Japon, Moon Yang étant coréenne, organisatrice du festival, l'une des premières femmes organisatrices de la culture africaine dans son pays, avait invité l'Asie, le Japon en Corée. Et voilà comment elle découvre Ibrahim Konaté. Et tout va se suivre.
Tout se suit, brassage culturel, brassage matrimonial, et puis on a eu aujourd'hui la création donc de la compagnie Tekere Ivoire. Quel est le regard qui est porté sur votre art par ricochet, sur la culture ivoirienne à travers vos différentes prestations que vous faites dans ces pays qui, pour certains, connaissent très peu la culture ivoirienne? Il y a déjà la barrière de la langue, il y a ensuite cette nouvelle culture qu'ils découvrent. Quel est ce regard-là? Le regard, d'abord, il est positif. Il est positif. Pour vous dire, Ibrahim Konaté maîtrise la langue, parle la langue et écrit la langue japonaise. Et il parle la langue coréenne. Donc, pour vous dire, dans la langue coréenne, je suis Senufo. Nous avons, quand il parle, moi chez moi, je suis Tagwana de Tafire. Je ressors des mots coréens dans mon ethnie. Dans le Tagbana? Dans le Tagbana. Wow. Donc, je me dis, peut-être que j'ai des parents là-bas, je ne sais pas. L'histoire nous dira. Donc, pour vous dire que le regard qui est là, c'est un regard positif parce que nous sommes le seul pays, ça c'est ce que Kamoun Yang vient en Côte d'Ivoire nous dit, c'est le seul pays qui détient 60 ethnies et ils s'entendent parfaitement. Et toutes les danses et toutes les cultures sont dansées par de l'or que nous avons préservé, qu'on appelle les alliances politiques. Les alliances culturelles. Les alliances culturelles que nous avons. Ils n'arrivent pas à maîtriser. Elle me dit, je n'arrive pas à maîtriser. Comment vous faites? J'ai dit, non, le Koyaka, il sait que le Senufo est son patron. Bon, voilà. Dessus d'ensuite, quoi. Et Senufo dirait également le contraire. Alors, vous êtes en train de préparer la toute première édition des tournées et échanges ivoiro-coréens. Ce sera du 22 septembre 2021 au 20 mars 2022. Quelles sont les étapes de cette tournée qui va être sur toute la Côte d'Ivoire? Les étapes, nous avons choisi, nous avons d'abord fait une petite démarche auprès de certaines communes et départements. Nous avons commencé par Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, San Pedro, Man, que nous avons déjà parcouru auparavant, avec nos invités bien sûr et partenaires. Donc dans un premier temps, voici les communes que nous avons choisies pour la première phase. Ce sont dans ces communes que vous allez vous produire, voilà, avec vos invités de l'extérieur et tout? Oui. Et concrètement sur le terrain, comment ça se passe ce festival? Est-ce qu'il s'agit d'aller découvrir les richesses de la culture de ces régions que vous avez citées? Est-ce qu'il s'agit d'aller faire des cérémonies, des danses? Comment ça se passe concrètement? Ça va se passer, ce serait très fabuleux. D'ailleurs, on va inviter la RTI. Ce sera avec plaisir. Alors, les Coréens viendront avec des danses traditionnelles qu'elles ont chez eux. Ensuite, apprendre aux Ivoiriens leurs danses traditionnelles et apprendre ceux de la Côte d'Ivoire. Voilà. Un vrai brassage. Un vrai brassage. Donc, ça sera vraiment de l'échange culturel. Vous allez voir qu'il y a des Ivoiriens qui vont porter les chapeaux coréens. Voilà. Alors, dans cette tournée, il y a un volet social qui est très, très important. Vous comptez à la fin construire des centres de métiers linguistiques, artistiques pour les enfants de Côte d'Ivoire. Expliquez-nous un peu cet aspect qui va être bénéfique. Cet aspect vient par la dernière visite de Mme Konaté Mounian, qui est venue, qui a séjourné au niveau de Bouaké, qui a trouvé que en moins d'une semaine, elle maîtrisait le malinké. Wow. Elle le parlait très bien, elle le maîtrise très bien. Elle est passée, le groupe est passé même sur l'émission de C'est Midi. Ils ont fredonné quelque chose que tout le monde a entendu. Alors, on s'est dit, mais il faut qu'eux, ils apprennent la langue coréenne aux Ivoiriens. Très bien, nous sommes allés auprès des autorités. Pour avoir les autorisations. Pour avoir les autorisations. Donc, nous avons eu la ville de Bouaké, le hockey avec... Alors, M. Koulibaly, nous n'allons pas tout dire ici. On va donner l'envie aux Ivoiriens d'aller découvrir cette nouvelle expérience. Nous n'allons pas vous laisser partir sans découvrir des instruments que vous jouez, que vous apprenez de la Côte d'Ivoire. On va faire entrer un membre de votre compagnie qui est sur ce plateau avec nous. Vous pouvez venir. Il a un instrument qu'il joue. Venez.
tellement beau qu'on n'a pas envie de vous couper, mais le temps est temps. Parlez-nous en 2 secondes de votre instrument et puis on va se dire au revoir. L'instrument que vous tenez? Ok, c'est la flûte pastorale de la Guinée. De la Guinée. Voilà. Merci à vous également, Monsieur Lassina Koulibaly, promoteur, manager artistique de la compagnie artistique Tekere Ivoire International. On va se séparer en musique, continuer de nous fredonner et puis voilà. Au revoir à tous.